Bienvenue à ce nouvel épisode de notre série sur l'industrie forestière au Québec. Aujourd'hui, de l'Allemagne, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Dominique Gauzin-Muller, architecte, professeur qui s'intéresse à l'aspect social de la construction à partir des matériaux naturels, donc à l'écologie des matériaux et leur utilisation. Un bon visionnement de ce nouvel épisode. Je viens d'une petite région qui s'appelle le Quercy, au sud-ouest de la France, près de la vallée de la Dordogne. Et je pense que venir de cette province avec un très fort terroir, avec de fortes traditions, a beaucoup influencé mon parcours professionnel et surtout ma passion pour l'écologie et la construction en bois. Et puis je suis petite fille d'agriculteur, donc je pense que ça a aussi influencé, et fille d'architecte. Donc les deux combinés m'ont incité à faire des études d'architecture à Paris. Et ensuite, après mon diplôme normal, à faire une spécialisation sur la construction en bois, qui était à l'époque une des premières qu'on pouvait faire en Europe. Et ensuite, comme je m'intéressais beaucoup déjà à l'écologie, je suis allée suivre une université d'été à Oslo en 83, qui s'appelait Planification de l'énergie et environnement, dans le cadre d'une université d'été américaine. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré mon mari allemand. Et depuis, je vis à Stuttgart. Donc en Allemagne, avec cette double culture anglo-saxonne et française. Donc je pense qu'avoir grandi en province, fait des études à Paris, vivre à l'étranger, me donne une vision assez globale de la situation. Et puis le fait de parler plusieurs langues a aussi beaucoup enrichi mon parcours. Depuis mes études, j'ai surtout écrit sur l'architecture, j'ai assez peu construit. J'ai écrit donc un premier livre juste après mes études sur la construction en bois. Quelque temps après, j'en ai écrit un autre aussi pour actualiser un petit peu les choses. Et puis, mon premier livre sur l'architecture et l'urbanisme écologique est sorti en 2001. Et il a été traduit en 7 langues, je crois, ou 8, dont des langues comme le chinois ou le grec, où je ne comprends même pas le titre, ce qui est assez impressionnant. Et puis, depuis 2007, je suis rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Écologique, c'est un magazine français que j'ai créé pour le groupe À Vivre, et dans lequel on ne parle pas que d'architecture, mais on parle d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de paysage, de santé. C'est une approche que j'aime appeler holistique, une approche qui est à la fois globale et pluridisciplinaire, et qui replace un petit peu l'architecture et le cadre de vie dans un environnement plus global, qui est celui du cadre de vie de l'homme. Quand j'ai passé mon diplôme en 84, on parlait assez peu d'architecture en bois, mais j'ai eu la chance de faire mes études avec Roland Schweitzer, qui était un des papes de l'architecture en bois en France, un grand spécialiste en particulier de l'architecture traditionnelle en Europe et surtout au Japon. Et c'est lui qui m'a donné le virus du bois. Et en fait, j'ai eu la chance qu'on me propose d'écrire un livre sur l'architecture en bois. Et à l'époque, je dois dire que pratiquement personne n'y croyait, même pas mes parents et même pas Roland Schweitzer non plus. Mes parents m'ont dit tu as 24 ans, tu ne crois quand même pas que le Moniteur, qui est le plus grand éditeur de construction en France, t'attend. Et donc j'ai écrit ce premier livre, qui a eu un certain succès. Et quand, après avoir écrit un deuxième livre sur la construction en bois, toujours pour le Moniteur, j'ai proposé au directeur de cette maison d'édition en 99 que mon prochain livre soit sur l'architecture écologique, il m'a dit textuellement ça ne nous intéresse pas, il n'y a pas de marché, je ne veux pas faire ce livre. Et à peu près un an plus tard, il m'a dit « En fait, si j'ai réfléchi, je veux bien ce livre, mais je le veux pour le prochain bâtiment, c'est-à-dire le prochain salon du bâtiment. » Et j'ai dû
écrire ce livre en à peu près 9 mois et je lui en veux encore parce que j'ai travaillé jour et nuit. À l'époque, nos enfants étaient assez petits et ça a été une année extrêmement difficile. Donc vous voyez à quel point c'était compliqué d'être pionnière. L'avance de l'Allemagne par rapport à la France, par exemple, s'explique de plusieurs manières. La première, c'est que l'Allemagne est un pays industriel, un pays exportateur de produits industriels qui cherchent des marchés. Et pendant un certain temps, ça a été essentiellement l'automobile. Et ils ont compris déjà il y a une quinzaine d'années maintenant que c'est un marché qui allait baisser. Et ils ont cherché d'autres possibilités. Et ils ont vu très tôt des opportunités au niveau du développement durable, c'est-à-dire pour la fabrication de chaudières, pour la fabrication de tout ce qui concerne la récupération des eaux de pluie, pour les isolants très performants, pour tout ce qui concerne les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et ils ont investi d'une manière forte sur de la qualité et sur des produits très efficaces en se disant ça sera le marché du début du XXIe siècle. Et ils ont eu raison puisque maintenant ils sont leaders sur le marché. Et le fait que l'Allemagne soit un des pays les plus florissants économiquement vient entre autres de ces nouveaux marchés liés au développement durable. La France, par contre, a plutôt investi dans de l'industrie de masse et n'a pas vraiment cru au développement durable. Ça tient aussi à l'histoire, mais à la géographie française. C'est-à-dire qu'en France, on a un pays qui est plus grand que l'Allemagne, mais qui est beaucoup moins peuplé. Et la population de la France est concentrée autour de 3 grands pôles, Paris, Lyon et Marseille. Et dans le reste du territoire, il y a vraiment des endroits qui sont quasiment des déserts, alors que l'Allemagne est peuplée beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus dense, donc beaucoup plus polluée aussi, puisqu'il y a beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de gens sur une surface moins importante, et je pense que ça a joué aussi. Quelle est la place du Québec dans le développement durable? J'ai eu l'occasion de me rendre compte en 2009, lors de mon premier séjour chez mes cousins et mes cousines du Québec, quand j'ai présidé le prix d'excellence en architecture. Et j'ai été étonnée de voir quelques projets développement durable. Il y avait même une section développement durable dans le prix. Tout à fait intéressant, avec une approche globale, justement, cette fameuse approche holistique. Il y a une agence, par exemple, qui s'appelle l'œuf et qui a développé des projets participatifs que j'ai visités à l'époque, que j'avais trouvé très intéressants, avec une démarche militante. J'ai aussi eu la chance de visiter plusieurs projets de Pierre Thibault, qui est un architecte que j'aime beaucoup. Il m'a présenté certaines de ses maisons en bois, avec une qualité architecturale qui est très similaire à celle que l'on trouve dans le Fort Alberg. Et j'avoue que dans sa Villa des Avous, par exemple, j'ai ressenti une vraie émotion, ou dans sa maison de vacances aussi. Donc vous avez des architectes qui font avec votre ressource des projets emblématiques. Il y a un vrai espoir au Québec pour l'éco-construction et je vous fais tout à fait confiance pour développer encore ces premières mesures et ces projets. Alors, le Fort Alberg, c'est le pays de l'architecture contemporaine. Ça, c'est la page de garde d'une brochure qui a été faite il y a quelques années par leur office de tourisme, parce que maintenant, il y a un vrai tourisme architectural dans le Fort Alberg. On ne fait pas seulement du ski ou des promenades. Les plus pessimistes disent qu'il y a chaque année 20 000 professionnels du bâtiment dans le Fort Alberg. Les plus optimistes parlent même de 30 000. Là, celui que vous voyez, c'est un des voyages que j'ai organisé l'année dernière. Et au milieu, c'est le petit monsieur, c'est le ministre-président de la Wallonie, et le grand monsieur à côté, c'est son ministre de l'écologie, et ils ont pris 3 jours pour aller visiter en avril dernier le Fort Alberg. Donc vous voyez qu'il y a aussi
Au départ, surtout des architectes et des charpentiers, mais maintenant aussi des politiciens qui vont dans le Vorarlberg pour essayer de comprendre le système. Et tout le monde pose la question, quel est le secret du Vorarlberg? Il n'y a pas un secret du Vorarlberg, mais il y a une espèce de myriade de secrets. Et là, ce matin, on va aller à la recherche des multiples pièces du puzzle. On vous a dit tout à l'heure que j'enseignais. Effectivement, j'ai le plaisir d'enseigner. Et en fait, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que même si vous voulez bien sûr reprendre des choses du modèle du Vorarlberg, c'est qu'il faut le faire avec votre contexte. Et pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé dans le Vorarlberg, il faut d'abord planter le décor. Donc vous voyez où est le Vorarlberg, c'est tout à fait à la pointe ouest de l'Autriche. C'est en fait pas beaucoup plus loin de Paris que de Vienne, qui se trouve tout à fait à l'ouest. Donc c'est une petite région qui a 360 000 habitants, avec une petite centaine de communes et 3 grandes villes, enfin des villes moyennes pour la France ou même pour le Québec, mais pour eux, c'est les 3 villes les plus importantes. Il y a Dornbirn, 45 000 habitants, qui est la capitale économique, Feldkirch, qui est la capitale historique, déjà au Moyen-Âge, et puis Bregenz, qui se trouve sur les bords du lac de Constance et qui est la capitale culturelle et politique. Ce qui est spécial dans le Vorarlberg, c'est que c'est grand comme la moitié d'un département français, si ça peut vous dire quelque chose, donc 2600 km², mais en plus, il y a des paysages très contrastés, puisque vous avez 17% de la surface qui est la plaine du Rhin sur les bords du lac de Constance, donc vraiment une vallée complètement plat, et puis tout d'un coup, très vite, on monte dans la montagne jusqu'à 3300 mètres de hauteur. On est dans les Alpes, et 75% de la population est rassemblée sur ces 17% de la surface, ce qui, bien sûr, vous pouvez l'imaginer, pose un problème d'exode rural, et on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'ils ont résolu le problème. Donc le contexte géographique, il y a ces 2 paysages, ces 2 géographies très différenciées entre plaine du Rhin et zone alpine, et vous voyez le bois, on l'utilise aussi dans la plaine du Rhin avec ces piscines, il y en a 4 ou 5 sur les bords du lac, en bois bien sûr. Le contexte historique, c'était aussi que dans la vallée, qui est le verrou entre l'Europe du Nord, en particulier l'Allemagne, et l'Europe du Sud, c'est-à-dire la Suisse et l'Italie, il y a juste cette bande de la vallée du Rhin. Donc il y a toujours eu de très forts passages dans cette espèce de petite bande qui fait une quinzaine de kilomètres de large, alors que dans les montagnes, ils ont été très isolés pendant très longtemps, puisqu'ils n'ont eu à la fois le chemin de fer et les routes que fin du 19e, début du 20e siècle. Et cette espèce d'autarcie dans laquelle ils devaient vivre a bien sûr créé une très forte solidarité. Là, ce que vous voyez, c'est un monastère qu'on appelle Sankt Gerold, qui est un des 2 endroits de ressourcement du Vorarlberg. Il y a donc celui-là dans ce qu'on appelle le Große-Walsertal, Sankt Gerold. Et puis, il y en a un autre qui est Arbogast, à Götzis, plus près de la plaine du Rhin. Le contexte économique, c'est une forte expansion démographique et économique depuis les années 80. En fait, et là il y a des similitudes avec vous, à la fin du 19e, début du 20e siècle, le Vorarlberg a été une des premières régions industrielles d'Autriche, grâce entre autres à l'hydroélectricité. Donc ils ont commencé à avoir des usines, essentiellement des usines textiles, et puis en 80, quand le textile a perdu de l'importance à cause de la Chine, tout d'un coup il a fallu qu'ils cherchent d'autres solutions, et ils ont vraiment eu l'excellente idée économique de choisir des niches, des activités de niche, que ce soit donc le bois, mais des produits dérivés du bois très performants. Quand ils font du photovoltaïque, c'est adapté pour pouvoir l'intégrer dans la construction. Ils ont fait des systèmes de ventilation double flux à récupérateur de chaleur qui sont... Là, ils sont leaders mondiaux, donc c'est toujours des activités de niche en cherchant la qualité la plus importante. Ce contexte économique, là, vous le voyez, le budget pour 2012, c'est 1,4 milliard d'euros. Et, alors ça, c'est quelque chose qui nous fait rêver dans le reste de l'Europe, 23 ans sans nouvelle dette. Parce que le ministre-président du Land, qui est parti en décembre, M. Sausgruber, disait toujours « il faut vivre des intérêts, pas du capital ». Le PIB, vous voyez, il est très important, c'est un des plus importants d'Europe. La croissance économique prévue pour cette année, c'est 3,5, ce qui pour l'Europe, là encore, est assez exceptionnel. Et au niveau des exportations, vous voyez qu'ils sont vraiment nettement au-dessus du reste du pays. Contrairement à des villes comme Fribourg ou Tübingen, qui sont souvent montrées comme les villes modèles pour les écoquartiers, pour l'écologie en Europe, elles ne sont pas dirigées par des politiciens
écologistes, par des Verts, mais par des gens on pourrait appeler le centre droit, c'est-à-dire qui gèrent ça plutôt en bon père de famille. Et d'ailleurs, vous voyez sur cette affiche qui était l'affiche des dernières élections, le EVP, Österreichische Volkspartei, dit « Chez nous, c'est la famille qui décide, c'est comme ça qu'on pense dans le Vorarlberg ». Le contexte socio-culturel, c'est aussi un très fort esprit d'indépendance. C'est un petit peu les Astérix de l'Autriche. Ils sont très loin de Vienne, il y a plus de 500 km. Il y a aussi les montagnes qui les séparent et surtout un état d'esprit très différent. Les Viennois sont assez proches des Parisiens, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors qu'eux sont des gens beaucoup plus pragmatiques. Et ils ont créé au XIIIe, XIVe siècle déjà une république des paysans. Ils avaient une manière de une gouvernance assez intéressante. Ils avaient construit une espèce de petit pigeonnier. Ils y faisaient monter les 3-4 personnes qu'ils avaient choisies. Après, ils tiraient l'échelle, ils s'asseyaient en bas, ils attendaient qu'ils aient pris les bonnes décisions. Je trouve que c'est une manière assez pragmatique de prendre des décisions. Et puis, le contexte socio-culturel, c'est aussi une très grande tradition dans l'art de charpenterie. Si vous êtes allé en Europe, vous connaissez peut-être les églises et les monastères baroques du XVIIIe siècle. Pratiquement tous ont été construits par des artisans du Vorarlberg. Il y avait des villages où 90% des hommes étaient partis de mars à octobre sur des chantiers dans le Jura, en Alsace, aussi en Suisse, en Bavière, dans le Bade-Württemberg, pour construire. Et donc, ils ont ce goût du bâtiment, cette grande connaissance du bâtiment. Et vous voyez qu'en plus, pendant l'hiver, ils ont fait ces dessins, ils ont fait les premiers livres d'architecture, quelque part, après Vitruve, bien sûr, mais les premiers livres plus modernes de l'architecture. Ce qui est amusant, c'est qu'on reproche parfois aux gens du Vorarlberg de faire des boîtes, et leurs ancêtres, eux, ils faisaient des courves, puisque l'architecture baroque était bien différente. Le livre que vous voyez ici, la couverture, s'appelle Eigen plus Stinnig. Eigen, ça veut dire son propre, et Stinnig, ça veut dire qu'il fait du sens. Et quand on met les deux ensemble, Eigen Stinnig, ça veut dire obstination. Et je pense que les gens du Vorarlberg ont les trois caractéristiques. Et ce livre-là décrit la création aujourd'hui dans le Bregenzerwald, qui est le cœur du Vorarlberg, au milieu des montagnes, un modèle pour un nouvel artisanat. Et pour ce Werkraum Bregenzerwald, Peter Zumthor, le grand architecte suisse, est en train de faire une halle qui sera inaugurée dans quelques mois. Les gens du Vorarlberg appliquent vraiment le slogan « Penser globalement et agir localement ». Penser globalement, c'est par exemple inviter régulièrement des architectes du monde entier qui ont la même proximité avec des artisans, comme le chinois Ai Weiwei, où il y avait une exposition l'année dernière dans leur Kunsthaus. Et ils avaient la même année invité à l'Institut d'architecture du Vorarlberg le studio Mumbai. Ce sont des Indiens qui font la même chose. Alors maintenant que vous avez vu un petit peu le contexte, on peut se demander comment est-ce qu'ils ont fait. En fait, les premiers pionniers, c'était déjà dans les années 60-70, avec en particulier un architecte qui s'appelle Leopold Kaufmann. Et ils ont commencé alors qu'en Europe, on avait vraiment, après l'image des baraques de la Deuxième Guerre mondiale, les gens ne voulaient plus construire en bois. Et là, donc, Leopold Kaufmann, avec son cousin qui était charpentier, ont commencé à faire des petites maisons en bois. Et puis ensuite, il y a eu d'autres jeunes architectes qui ont commencé à construire en bois. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années après 68, tout d'un coup, il y a eu une explosion du nombre d'étudiants en architecture. Et donc, il y avait des jeunes du Vorarlberg qui allaient faire leurs études en architecture à Vienne. Et puis, seulement le problème, c'est qu'ils avaient fait leurs 5 ans d'études, mais après, ils devaient faire 3 ans chez un confrère. Mais dans le Vorarlberg, il y avait à l'époque même pas une quinzaine d'architectes. Donc, comment pouvoir faire sa période d'essai chez un architecte? Donc, ils ont commencé, comme ils étaient très souvent fils ou frères de charpentiers ou de menuisiers, ils ont commencé à faire des maisons pour des amis, à construire un petit peu eux-mêmes. Et puis, ils ont eu tellement de succès avec ça qu'on a commencé à leur donner des projets un peu plus importants, mais ils n'avaient toujours pas leur diplôme. Et donc, l'Ordre des architectes de Vienne s'est ému, a même envisagé de casser certains de ces bâtiments. Et là, un groupe de 16 architectes diplômés et non diplômés a décidé de se mettre ensemble, de lutter pour défendre, entre autres, le fait qu'on ne soit pas forcément obligé de passer par un architecte pour les maisons individuelles. Et ils ont gagné. Et en fait, tout à l'heure, je vous parlais d'Astérix, c'était un petit peu comme... c'était Vorarlberg contre Rome qui était représenté par Vienne. Et tout d'un coup,
les discussions autour de l'architecture étaient au centre des préoccupations. Il y avait même une émission de télévision qui s'appelait Plus Minus, où on montrait des bons exemples et des mauvais exemples d'architecture. Et c'est comme ça que l'architecture a commencé à être culturellement partagée dans la population. Si quand même, pour vous montrer ici, alors vous avez à la fois une de ces maisons des années 70-80, et puis à droite, le modèle qui était l'architecture traditionnelle. Alors, quelques-unes de ces maisons qui ont été beaucoup publiées, celle-là de Baumschlager et Belay, je ne sais pas s'il y a des artisans dans la salle, mais l'artisan qui l'a fait m'a dit qu'on ne le reprendrait plus jamais. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le bardage, les lames tout en bas, elles sont verticales, et puis petit à petit, elles deviennent de plus en plus penchées, et celles d'en haut, elles sont horizontales. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un travail de ouf, comme disent les jeunes. Ça, c'est une maison de Daniel Sauter, mais c'est le type de maison que vous voyez dans le Vorarlberg, vous en avez des centaines comme ça. Le principe, c'est de ne pas toucher à la pente, de faire un socle en béton, en pierre ou en brique, et puis de poser dessus une boîte très élégante en bois. Le Vorarlberg, c'est une région, je vous ai dit qu'il y a des montagnes, donc dans la partie montagneuse, il peut y avoir beaucoup de neige. Et cette maison à Brandt, je la prends très souvent pour mes étudiants pour leur expliquer les principes bioclimatiques. Là, vous voyez, vers le nord-est, vous avez une espèce de bouclier très épais avec quasiment pas de fenêtres. Et puis, au contraire, quelque chose de très ouvert vers le sud-ouest. Et puis, si vous regardez bien, vous avez toutes les pièces de service, c'est-à-dire la cuisine, la salle de bain, les rangements côté nord, et puis les pièces principales côté sud, avec un grand débord de toiture. Dans ce village, il y a plusieurs bâtiments assez symboliques pour le Vorarlberg. Par exemple, cette chapelle en terre à Bad Schunz, puisque Zwischenwasser est créé à partir de 3 communes. Et en fait, quand le concours a été lancé en 2000, les architectes Marté et Marté ont dit il y a 2 possibilités. Soit on vous le fait en béton dans le budget, ou on vous le fait en terre crue avec un surcoût. Mais si on arrive à mobiliser assez de gens pour que les gens viennent participer, puisque le problème du pisé, c'est que ça demande énormément de main-d'œuvre. Donc, si on arrive à le faire, s'il y a des gens qui y participent, on pourra le faire aussi dans le budget. Et dans ce petit hameau de 350 habitants, ils ont réussi à récupérer 1000 heures de travail. Il y a des gens qui ont pris leurs vacances pour participer à la construction de la chapelle et de son mur. Ça, c'est le dernier centre communal du Vorarlberg. Il a été construit à Saint-Gerold, là encore, là où il y avait le monastère bénédictin. Et les gens de ce petit village de 350 habitants, ils auraient bien voulu un toit à 2 pentes. Malheureusement, ils avaient fait un concours et pratiquement tout le monde, tous les architectes avaient répondu avec un toit plat. L'architecte Andreas Cukrowitz, qui est un des architectes de ce bâtiment, leur a dit « Certes, ce sera une boîte, mais je vous promets, ça sera la boîte la plus sexy du Vorarlberg. » Alors, je ne sais pas si c'est sexy, mais en tout cas, au niveau de l'artisanat, de la qualité artisanale, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Vous voyez à droite qu'ils ont inclus la hauteur des marches dans la hauteur des lames de l'habillage, ce qui veut dire que tout a été complètement calpiné pour donner une image très homogène. Le capital social dans le Vorarlberg, pour 38% des gens, il est important ou très important. Pour 29%, il est moyen. 40% des gens ont au moins une activité bénévole. 72% sont membres d'au moins une association. 48% ont des échanges fréquents avec leurs voisins. 77% rencontrent souvent des amis. Les Vorarlbergeois sont des gens heureux puisque presque 80% qualifient leur qualité de vie de bonne, voire de très bonne. Et le mitage du paysage, il sévit vraiment beaucoup, aussi bien dans la montagne que dans la plaine du Rhin. Mais ça aussi, ils essayent d'y travailler. Et donc, ils sont en train de développer un processus qu'ils appellent Vision Rheintal, c'est-à-dire la vision plaine du Rhin, qui a été lancé en 2004. Donc, bien sûr, ça concerne tous les gens qui vivent dans le 75% de la population. Et dedans, il y a impliqué à la fois les élus locaux et régionaux, ce qu'ils appellent des Mitdenker, c'est-à-dire des personnes qui pensent avec. Société civile, tous les secteurs d'activité. Ils ont créé une espèce de réseau urbain polycentrique, c'est-à-dire, par exemple, au lieu que 2 villes voisines, 2 villages voisins construisent chacun leur piscine, il y en a une qui construit une piscine, un autre qui construit un autre équipement, mais ils travaillent énormément sur les liens entre les deux, que ce soit des pistes cyclables ou que ce soit des réseaux de tramway, enfin non pas tramway, mais des réseaux de bus ou de trains. Là, vous voyez à gauche l'empreinte des 29 communes. Vous voyez, il y en a des petites, il y en a des grandes. Le directeur de la Vision Rheintal, Matthias Hamann, me disait c'est une commune, une voix. C'est-à-dire qu'on soit le maire de Dornbirn, qui est la plus grande des communes, ou le maire de la plus petite des communes, on a une voix. Donc c'est vraiment très démocratique. C'est
ça a été conçu comme ce qu'on appelle une région d'apprentissage, selon le principe des Learning Organization de Peter Senge. Donc la vision de Rheintal, c'est à la fois, vous voyez là, ils créent des barrières pour que le peu de parties vertes, de parties encore naturelles qui restent dans la plaine du Rhin ne soient plus touchées. Ce processus s'est ouvert à l'inattendu, c'est-à-dire c'est vraiment un processus ouvert avec une gestion démocratique de la complexité. Alors le Québec, est-ce que ça va être une belle province en apprentissage ? Moi, parmi les ressources que je vois, c'est des paysages et une magnifique nature, comme dans le Vorarlberg. Vous avez d'ailleurs aussi à peu près le même climat. Une forte identité fondée sur une longue culture, puisqu'il y a aussi une longue culture ici, de l'énergie renouvelable, la même que dans le Vorarlberg, c'est-à-dire essentiellement l'hydroélectricité, mais il pourrait y avoir aussi la biomasse, beaucoup de bois pour construire, une tradition artisanale, et puis des architectes de talent. Et voilà Mme Dominique Gauzin-Muller qui nous a présenté l'aspect écologique, mais surtout l'aspect social de l'utilisation de la fibre de bois dans l'industrie forestière, la transformation. On va se retrouver autour de d'autres modèles la semaine prochaine à l'intérieur d'un autre épisode sur l'industrie forestière au Québec.